Un seul projet promettait de changer le cours de la guerre en quelques mois. L'Allemagne investit d'énormes ressources dans le développement d'armes secrètes qui, selon ses dirigeants, pouvaient changer l'issue du conflit mondial. Ils les baptisèrent Wunderwaffen, les armes miraculeuses du Troisième Reich. Les avancées étaient réelles et mortelles. Les fusées V2 pouvaient atteindre Londres en quelques minutes, impossible à arrêter en vol. Les avions à réaction dépassaient la vitesse de n'importe quel chasseur allié. Des sous-marins de pointe utilisaient une technologie jusqu'alors inconnue. Chacun de ces développements était conçu comme la clé pour renverser les défaites sur le champ de bataille. Mais leur production fut limitée, chaotique et trop tardive face à l'avancée alliée. Ces armes auraient-elles pu réellement changer le cours de la guerre si elles avaient été déployées plus tôt? S'agissait-il de projets visionnaires en avance sur leur temps ou de simples promesses impossibles vouées à l'échec? Le projet total, le pari technologique du Reich. En l'an 1933, lorsqu'Adolf Hitler prit le pouvoir en Allemagne, le régime national-socialiste se trouvait confronté à une situation géographique et stratégique complexe. Entouré de puissances disposant d'un accès aux colonies, de ressources abondantes et d'un potentiel industriel supérieur, le pays devait trouver des mécanismes pour compenser son désavantage structurel. La solution proposée par les dirigeants nazis était claire. L'innovation technologique devait devenir l'outil capable de compenser les disparités numériques et matérielles. Dès lors, la recherche d'armes de pointe cessa d'être un complément pour devenir un axe central de la stratégie militaire allemande. Hitler avait observé directement les effets de la technologie pendant la Première Guerre mondiale. L'émergence du char, l'utilisation de l'aviation au combat et l'usage intensif de l'artillerie lourde avaient radicalement modifié la manière de mener les batailles. Cette expérience le convainquit que les innovations pouvaient modifier l'équilibre militaire si elles étaient introduites au moment opportun et à une échelle adéquate. Après la défaite de 1918, attribuée en partie par lui à l'incapacité de maintenir un rythme d'innovation soutenu face aux Alliés, Hitler prit le pouvoir avec la conviction que l'avenir du nouveau Reich devait reposer sur une base technologique solide et ambitieuse. La logique qui guidait ce pari reposait sur 3 piliers fondamentaux. Premièrement, la rareté de matières premières essentielles, telles que le pétrole, le caoutchouc et certains métaux, imposait le recours à des solutions techniques compensant le désavantage d'approvisionnement. Deuxièmement, le concept de guerre éclair exigeait des armes capables de désorienter l'ennemi par des coups puissants, paralysant ainsi sa réaction avant même qu'il ne puisse organiser une défense efficace. Troisièmement, la vision personnelle du Führer incitait à opter pour des projets de grande envergure et monumentaux, conçus non seulement comme des instruments de guerre, mais aussi comme des symboles de puissance. Il en résulta que de nombreux programmes d'armement furent moins définis par des critères d'efficacité militaire que par la volonté politique d'impressionner à la fois les adversaires et la société allemande. Cette dynamique permit au développement technologique de se transformer en une vitrine de propagande absorbant des ressources considérables, même lorsque la production en série d'armements conventionnels aurait été plus pratique. Sur ce terrain, la figure de Joseph Goebbels s'est avérée décisive. Ministre de la propagande, il avait compris que les progrès techniques pouvaient se transformer en armes psychologiques. À partir de 1943, alors que la défaite de Stalingrad marquait un tournant dans la guerre, il commença à diffuser l'idée d'un arsenal secret capable d'inverser le cours du conflit. Les discours officiels et la presse contrôlée par son ministère décrivaient des projets d'une ampleur extraordinaire, présentés comme imminents, visant à maintenir le moral sur le front intérieur et à semer l'incertitude chez les Alliés. Le terme « Vergeltungswaffen », traduit par « arme de représailles », devint la désignation la plus emblématique de cette stratégie. Appliqué aux roquettes qui commencèrent à attaquer Londres à l'été 1944, le concept dépassait la simple description technique. Il constituait un récit politique de vengeance pour les bombardements subis par les villes allemandes. Chaque annonce officielle transformait l'innovation en promesse de justice tout en occultant les retards et les limites des programmes de recherche. Les projets n'étaient pas de simples fictions de propagande. Il existait des installations réelles, des prototypes fonctionnels et des équipes de recherche avancées. Cependant, le secret militaire empêchait la population de connaître le décalage entre les annonces et les résultats concrets.
La propagande créait l'image d'un arsenal futuriste sur le point d'être déployé en masse, même si, en pratique, la production se heurtait à de sérieux obstacles. Parmi les principaux acteurs de cette course technologique, Wernher von Braun, un jeune ingénieur spécialisé dans la propulsion par fusée, se distingua. Après ses premières expériences dans les années 1930, il fut nommé directeur du centre de recherche de Peenemünde, situé sur la côte de la mer Baltique. C'est là que fut développée la fusée A4, plus tard connue sous le nom de V2, un système de propulsion liquide aux capacités d'altitude et de vitesse sans précédent. L'Allemagne se plaça ainsi à l'avant-garde mondiale de la technologie des missiles, malgré un coût humain et matériel colossal. Des milliers de travailleurs forcés, dans des conditions extrêmes, participèrent à la construction des installations et des composants. Un autre front de recherche était dirigé par Werner Heisenberg, physicien théoricien reconnu et lauréat du prix Nobel. Par l'intermédiaire de l'Uran-Verin, ou Club de l'uranium, il explora avec son équipe la possibilité d'exploiter la fission nucléaire. L'objectif initial était de comprendre la viabilité d'une réaction en chaîne contrôlée susceptible d'ouvrir la voie à la production d'énergie et à une arme d'une ampleur sans précédent. Bien que les expériences n'aient jamais abouti à des résultats opérationnels, la simple existence du programme entretenait les spéculations quant à un éventuel développement allemand dans le domaine nucléaire. Albert Speer, ministre de l'Armement et de la Production de guerre, informa Hitler des progrès et des limites des programmes. Il reconnut en privé que l'industrie allemande avait atteint des niveaux de production élevés en 1944, mais avertit qu'une grande partie de ses efforts était dispersée dans des projets expérimentaux, sans application immédiate. La pression politique l'obligea cependant à présenter chaque innovation comme une avancée décisive. La population allemande percevait la matérialisation de ses promesses lors des attaques de missiles V1 contre Londres à l'été 1944. Le bruit des réacteurs et les explosions relayées par la presse renforçaient l'idée que les annonces officielles étaient vraies. Cependant, la réalité quotidienne montrait un autre visage. Les villes allemandes étaient dévastées par les bombardements alliés et le front de l'Est s'effondrait progressivement. Cette contradiction maintenait la société dans une attente constante, dans l'attente d'une arme définitive qui n'a jamais produit de réels effets stratégiques. Le concept de Wunderwaffe, ou arme miracle, s'est élargi pour englober des initiatives de toutes sortes. Des projets de chars aux dimensions colossales, de canons sur rail à la portée inhabituelle, de sous-marins dotés de systèmes novateurs, de chasseurs à réaction et de missiles à portée intercontinentale ont figuré au répertoire des projets en cours de développement. L'ampleur du terme a entretenu la fiction d'un potentiel illimité, même si les résultats pratiques sont restés partiels. Les limites du système de recherche allemand étaient évidentes. L'expulsion des scientifiques juifs privait le pays de talents qui contribueraient plus tard aux programmes alliés, comme Albert Einstein ou Enrico Fermi. À cela s'ajoutaient les rivalités entre les branches des forces armées et l'intervention politique directe dans les décisions techniques, ce qui dispersait les ressources et rendait difficile l'établissement des priorités. Chaque projet rivalisait pour se présenter comme décisif, sans stratégie claire de concentration des efforts. Les laboratoires secrets disséminés sur tout le territoire devinrent les symboles de ce pari risqué. Peenemünde était le site le plus connu, mais il existait également des centres dédiés à la recherche sur de nouvelles formes de propulsion, des matériaux avancés et des systèmes de contrôle. Pour protéger ces projets, des complexes souterrains furent construits, permettant la poursuite de la production même sous des bombardements constants. L'interaction entre la vision personnelle d'Hitler, la propagande de Goebbels et les travaux de scientifiques comme von Braun ou Heisenberg a engendré un phénomène singulier. Les Wunderwaffen n'étaient pas seulement des armes en développement, mais des constructions politiques et culturelles qui donnaient à la technologie un rôle central dans la survie du régime. L'investissement dans la recherche, la création d'installations secrètes et le recours au travail forcé étaient justifiés comme des sacrifices nécessaires à la recherche d'un arsenal qui, selon les discours officiels, devait garantir une victoire qui ne s'est jamais concrétisée comme promis. Colosse d'acier, l'ambition blindée du Troisième Reich. La Wehrmacht entama la guerre avec une doctrine blindée basée sur la mobilité, la concentration des forces et une étroite coordination avec l'aviation. Les premiers modèles de Panzer, relativement légers,
démontrèrent leur efficacité en Pologne et en France durant les premières années du conflit. Cependant, l'offensive contre l'Union soviétique à l'été 1941 révéla une surprise décisive. Le char T-34, un engin qui surpassait largement les blindés allemands par sa conception, sa puissance et sa résistance. Le T-34 présentait un blindage incliné offrant une meilleure protection sans alourdir excessivement le véhicule. Son canon de 76 mm pouvait percer les chars allemands à des distances considérables. De plus, ses chenilles larges lui conféraient une grande mobilité sur terrain boueux, un facteur crucial sur les champs de bataille de l'Est. Sa construction simple permettait des réparations rapides et une production à grande échelle, permettant à des milliers d'unités d'atteindre le front en peu de temps. Face à ce défi, le haut commandement allemand comprit qu'il devait répondre avec des modèles plus lourds et mieux armés. Le Tigre Primen fut la première réponse. Introduit en 1942, il pesait plus de 50 tonnes et était armé d'un canon de 88 mm dérivé de pièces antiaériennes ayant démontré leur efficacité contre les véhicules blindés. Son blindage frontal le rendait quasiment invulnérable à la plupart des armes alliées et, en combat individuel, il pouvait affronter plusieurs chars ennemis avec des chances de succès. Cependant, le Tigre souffrait d'importants inconvénients opérationnels, une consommation de carburant excessive, des difficultés à franchir les ponts et une maintenance si complexe qu'elle nécessitait des techniciens spécialisés et des temps de réparation longs. La production du Tigre a également mis en évidence les limites industrielles du Reich. À peine plus d'1 millier d'unités ont été fabriquées en 3 ans, tandis que l'Union soviétique produisait des dizaines de milliers de T-34 durant la même période. La disparité était telle que la supériorité technique individuelle ne pouvait jamais compenser le désavantage numérique. En 1943, le Panther apparut, conçu pour concilier puissance de feu, mobilité et faisabilité de production. Il intégrait un blindage incliné, comme le T-34, et un canon de 75 mm à haute vélocité. Son poids intermédiaire le plaçait entre un char moyen et un char lourd. Cependant, les débuts du Panther à la bataille de Koursk furent marqués par un taux élevé de pannes mécaniques. Des problèmes de transmission et de suspension le mirent hors combat en grand nombre avant même d'affronter l'ennemi. Au fil du temps, ces pannes furent corrigées et le Panther devint un véhicule blindé respecté. Mais sa complexité et son coût continuèrent de freiner sa production en série. L'étape suivante dans l'échelle du gigantisme fut le Tigre II, surnommé le Tigre Roi. Avec un poids proche de 70 tonnes et un blindage frontal d'une épaisseur exceptionnelle, il était invulnérable aux attaques frontales alliées. Son long canon de 88 mm pouvait détruire n'importe quel char ennemi à grande distance. Cependant, la production était limitée et la fiabilité mécanique insuffisante. De nombreuses unités furent rendues inutilisables par des problèmes techniques avant même d'entrer en combat. Le projet le plus extrême était le Maus, un char super lourd conçu par Ferdinand Porsche. Pesant près de 200 tonnes, il était armé d'un canon principal de 128 mm, accompagné d'un canon secondaire de 75 mm. Son blindage frontal dépassait les 200 mm. Néanmoins, seuls 2 prototypes furent construits. Les essais confirmèrent que le Maus était pratiquement inutilisable en conditions réelles. Son poids empêchait le franchissement des ponts et rendait son utilisation lors d'opérations rapides irréalisable. Bien qu'un système de schnorkel ait été conçu pour le passage à gué des rivières, cette solution s'avéra peu pratique au combat. Le gigantisme ne se limitait pas aux chars. L'artillerie allemande développa le canon ferroviaire Gustav, connu sous le nom de Dora, d'un calibre de 800 mm. Cette pièce colossale nécessitait plus de 1000 hommes pour son fonctionnement et pouvait lancer des projectiles de plusieurs tonnes à des distances dépassant 30 km. Elle fut utilisée lors du siège de Sébastopol en 1942, où elle réussit à détruire des fortifications souterraines. Cependant, son utilité pratique était minime. Son assemblage prenait des semaines, les chenilles devaient être spécialement renforcées et, une fois en place, elle devenait une cible facile pour l'aviation ennemie. La fabrication d'armes aussi disproportionnées nécessitait d'énormes quantités de ressources matérielles et d'heures de travail. Les mêmes efforts auraient suffi à produire des dizaines de pièces conventionnelles à l'impact tactique plus important.
De plus, les munitions Dora nécessitaient des procédés de fabrication exclusifs, ce qui compliquait l'approvisionnement. La prolifération des modèles et des variantes de véhicules blindés et de véhicules de transport aggravait les problèmes logistiques. L'Allemagne en est venue à produire plus d'une centaine de versions différentes, ce qui a nécessité le maintien d'énormes stocks de pièces détachées et de manuels constamment mis à jour. Les équipages ont dû s'adapter à des systèmes de plus en plus sophistiqués, tandis que la formation des mécaniciens spécialisés ne suffisait pas. En pratique, de nombreuses unités ont été mises hors service faute d'entretien adéquat. La bataille de Koursk a illustré ses limites. Si les Tigres ont démontré une puissance destructrice lors d'affrontements isolés, une production insuffisante et des pannes mécaniques des Panthères ont réduit leur impact stratégique. Face à cela, l'Union soviétique a déployé des dizaines de milliers de T-34, fabriqués selon des conceptions simplifiées et facilement réparables sur le terrain. La différence d'approche entre l'Allemagne et ses ennemis était évidente. Tandis que le Reich recherchait la perfection technique de chaque machine, les Alliés privilégiaient la production en série d'équipements suffisamment performants pour soutenir des opérations prolongées. Cette divergence détermina le résultat sur le front terrestre. Une supériorité technique ponctuelle ne pouvait se substituer à la capacité industrielle et aux ressources quasi illimitées des États-Unis et de l'Union soviétique. Il en résulta un arsenal allemand de machines impressionnantes sur le papier, mais trop coûteuses, rares et peu fiables pour changer le cours de la guerre. Le pari de l'innovation extrême révéla ses limites face à la production de masse d'un ennemi capable de remplacer rapidement ses pertes. Ainsi, les géants de l'acier, nés comme symbole de puissance, finirent par se convertir en emblème des contradictions stratégiques du Troisième Reich, laissant ouverte la question de la transposition de cette philosophie à d'autres champs de bataille au cours des dernières années du conflit. Le ciel disputé, machines qui ont défié le possible. L'aviation du Reich entama la guerre avec une combinaison de doctrines tactiques raffinées, de pilotes expérimentés et d'avions parfaitement adaptés aux campagnes de courte durée. La coordination entre chasseurs et bombardiers en piqué avait porté ses fruits sur les premiers théâtres européens, mais cette organisation était conçue pour des opérations de portée limitée. Lorsque le conflit se transforma en guerre d'usure reliant l'Atlantique à l'Oural, le manque de bombardiers stratégiques à grand rayon d'action et l'insuffisance industrielle pour soutenir des rythmes de production prolongés révélèrent des faiblesses structurelles. Sous la pression des campagnes aériennes alliées, les dirigeants politiques et militaires misèrent sur des programmes expérimentaux qui promettaient de modifier l'équilibre du ciel. Le chasseur à réaction. Me-262 devint le symbole de cette ambition. Conçu avant le déclenchement du conflit, son développement débuta avec des cellules d'hélices éprouvées, tandis que les turbines arrivaient à maturité. Son entrée en service, déjà dans un contexte défavorable, apporta aux escadrons un vecteur de vitesse sans précédent pour l'époque. L'avion surpassa aisément les chasseurs alliés, un avantage qui, en théorie, permit de choisir le moment du combat, de tirer et de quitter l'enveloppe ennemie avant que les formations ne puissent réagir. Son armement, concentré sur 4 canons de 30 mm, était conçu pour désarticuler les défenses des bombardiers lourds en quelques rafales précises, une solution directe au problème de la densité croissante des avions alliés dans l'espace aérien allemand. La technologie qui la rendait unique imposait également de sévères limites. Les moteurs Jumo 004, dépendant d'alliages réfractaires, souffraient d'une durée de vie très courte et nécessitaient des cycles de remplacement et de réparation que la logistique ne pouvait plus assurer. La pénurie de nickel et de chrome, aggravée par le blocus maritime et les bombardements d'usines métallurgiques, réduisit la disponibilité des turbines de remplacement. La transition vers le vol à réaction exigeait également un entraînement spécifique, la gestion de l'accélération, du régime d'injection des gaz et des vitesses d'atterrissage exigeait un entraînement qui prenait des mois, un temps que les écoles de pilotage, soumises aux évacuations, aux pertes et au manque de carburant, ne pouvaient garantir. L'intervention directe d'Hitler, qui insista pour convertir le Me-262 en chasseur-bombardier, entraîna des modifications et des retards qui retardèrent son utilisation comme intercepteur pur, fonction que des pilotes comme Galland avaient constamment prônée. Il en résulta une production de plus d'1 millier de cellules, dont une fraction limitée était disponible simultanément,
et un impact opérationnel inférieur aux prévisions pour un système présentant des avantages évidents en termes de performance. La dimension des fusées progressa parallèlement. Le V1, premier missile de croisière opérationnel, utilisait un simple pulsoréacteur, généralement monté sur des rampes sur la côte ouest de l'Europe. Il emportait une charge importante et volait à vitesse soutenue grâce à un système de guidage rudimentaire combinant gyrocompas et contrôle de distance, coupant le débit de carburant une fois la trajectoire programmée atteinte. La défense britannique adapta rapidement son artillerie, ses chasseurs rapides et ses ballons captifs pour l'intercepter. Même la manœuvre de déstabilisation par effet aérodynamique en vol fut développée, forçant l'aile du missile à modifier sa trajectoire et à s'écraser loin des zones densément peuplées. Malgré cela, le volume de lancement imposa une redéfinition des priorités défensives et l'affectation de patrouilles spécifiques, augmentant ainsi le coût de la protection territoriale pour les Alliés. Le 5-2 franchissait une étape supplémentaire dans le saut technologique. Doté d'une propulsion liquide, d'un guidage inertiel et d'une enveloppe de vol balistique effleurant l'espace, son profil le rendait invulnérable aux interceptions avec les technologies contemporaines. Il décollait, s'élevait hors de portée des chasseurs et de l'artillerie, et redescendait à des vitesses hypersoniques au-dessus de la cible où sa charge explosait, provoquant des effets dévastateurs sur les structures et les services essentiels. Sa précision, cependant, était limitée et se situait souvent à l'échelle de quartiers entiers, réduisant l'efficacité militaire contre des cibles spécifiques et imposant une utilisation plus axée sur la dissuasion et la répression que sur la neutralisation de nœuds concrets. La production reposait sur des installations souterraines qui employaient du travail forcé dans des conditions extrêmes, un coût humain et logistique qui, comparé à l'effet opérationnel unitaire, suscitait des débats internes quant à sa pertinence stratégique. L'artillerie longue portée aspirait à une solution intermédiaire avec le V3, un canon multicharge disposé le long du tube pour augmenter la vitesse de sortie sans recourir à une seule détonation massive. L'idée visait à frapper les centres urbains depuis des emplacements protégés, mais les installations furent touchées par des bombardements spécifiques et le programme accumula des problèmes techniques qui entrèrent en conflit avec sa maturité. Parallèlement, l'industrie évalua des avions à portée intercontinentale dans le cadre du bombardier America. Des modèles comme le Me-2 le Ju-390 ou le E-277 étudièrent des configurations permettant de traverser l'océan, de lancer des charges et de revenir en Europe. L'absence de moteurs fiables et puissants, la pénurie chronique de carburant et les pénalités de charge utiles liées aux réservoirs supplémentaires vidèrent ces concepts de leur viabilité opérationnelle au-delà des prototypes et des études. La pensée la plus radicale fut exprimée dans le Silbervogel d'Eugen Sänger et Irene Brett, un bombardier suborbital conçu pour s'élever grâce à des fusées auxiliaires et parcourir des distances intercontinentales par des rebonds successifs dans des couches atmosphériques denses. Les calculs intégraient un contrôle de surface à des vitesses hypersoniques et une protection thermique pour une rentrée partielle, une anticipation théorique de problèmes que l'aéronautique allait résoudre des décennies plus tard. Le projet ne passa pas de maquette ni de notes techniques, mais illustre l'horizon que les dirigeants allemands souhaitaient atteindre alors que le front se comprimait à l'intérieur des terres. En défense ponctuelle, l'intercepteur de roquettes Comet. Me-163 pariait sur des ascensions quasi verticales et des vitesses proches de 1000 km/h. Son autonomie propulsée ne durait que quelques minutes, ce qui nécessitait un décollage précis pour coïncider avec les formations ennemies, 1 ou 2 passages, puis un retour en vol plané et un atterrissage sans équipement conventionnel. Le carburant, extrêmement corrosif, causait des pertes au sol et nécessitait des protocoles de sécurité complexes. Le système abattit un nombre limité de bombardiers, mettant en évidence la difficulté de traduire des performances extrêmes en une efficacité durable lorsque la fenêtre de combat est réduite et que les exigences logistiques dépassent les limites raisonnables d'une défense continue. L'expérimentation des ailes volantes, représentée par le O-229, introduisit une géométrie réduisant la signature frontale et répartissant la portance sans fuselage classique. Doté de turbines jumeaux et d'une structure mixte, il offrait un rapport de traînée favorable et un profil potentiellement moins visible pour les radars primitifs de l'époque.
Un accident lors des essais et les contraintes du calendrier militaire empêchèrent toute évaluation en service, mais ce type préfigurait des évolutions qui seraient ensuite reprises dans d'autres pays. Le problème fondamental résidait dans la dispersion. Au lieu de concentrer les ressources sur quelques systèmes à forte probabilité de production durable, l'industrie menait des dizaines de programmes en parallèle. La concurrence entre les fabricants, la rivalité entre les branches et l'intervention personnelle du Führer dans les décisions techniques diluaient les priorités. Il en résultait une mosaïque d'excellents prototypes sur le papier, de séries courtes sans masse critique et de chaînes de montage interrompues par les bombardements et le manque de matériaux. Avec le rationnement du carburant, la diminution des heures de vol des pilotes et la délocalisation des centres de formation, même les avions les plus prometteurs perdaient leur impact opérationnel. La défense aérienne avait besoin d'intercepteurs en abondance, de radars intégrés, d'un système de contrôle des chasseurs et de pièces de rechange en flux constant. Elle recevait à la place des pièces performantes aux chaînes logistiques fragiles et aux fenêtres de disponibilité trop étroites. À mesure que la guerre progressait, la supériorité ponctuelle de vitesse ou de puissance de feu ne suffisait plus à modifier le rythme quotidien des incursions alliées. Les villes industrielles continuaient d'être attaquées, les raffineries et les usines d'alliage subissaient des interruptions récurrentes et chaque mois qui passait érodait la base matérielle permettant le vol, la maintenance et le remplacement. Dans les airs comme sur terre, le pari de l'innovation extraordinaire se heurtait à un adversaire capable de produire, d'entraîner et de maintenir ses troupes pendant de longues périodes. Ainsi, la domination aérienne était marquée par un contraste saisissant entre ambition technologique et réalité de la guerre totale, un contraste qui permet d'observer comment la réponse alliée s'adapta et comment ses enseignements façonnèrent, au-delà du conflit, le développement ultérieur de l'aviation et des missiles. Ombre dans l'Atlantique, la guerre sous-marine allemande. Dès le début du conflit, la marine allemande se trouva confrontée à une contradiction essentielle. Hitler n'avait jamais accordé la priorité stratégique à la construction d'une grande flotte, mais les sous-marins devinrent l'un des instruments les plus efficaces pour faire pression sur le Royaume-Uni. L'amiral Karl Dönitz soutenait dès avant la guerre que seule une campagne sous-marine sans restriction pourrait contraindre les Britanniques à négocier, réduisant ainsi le trafic marchand qui maintenait leur économie active. Ces calculs estimèrent qu'une force soutenue de 300 sous-marins suffirait à étrangler les routes transatlantiques. Durant les premières années, cette vision sembla se confirmer. La flotte de sous-marins de type 7, pilier de l'armada sous-marine allemande, possédait une autonomie suffisante pour opérer dans l'Atlantique Nord et était armée de torpilles et de canons de pont capables de détruire les navires marchands non protégés. La période dite « heureuse » entre 1940 et 1941 permit aux sous-marins d'agir avec une relative impunité près des îles britanniques, puis sur les côtes américaines. La tactique de la meute, où plusieurs sous-marins convergèrent vers un même convoi, multiplia les naufrages et exposa la vulnérabilité des Alliés. Les opérations bénéficiaient des limitations technologiques des défenses. Les attaques de surface nocturnes réduisaient la probabilité de détection et les communications radio coordonnaient les concentrations d'unités. Les torpilles étaient tirées à courte distance, augmentant la précision. Cependant, le panorama changea rapidement. Le radar centimétrique commença à détecter les périscopes et les kiosques à grande distance, même dans l'obscurité. Le perfectionnement du sonar améliora la localisation sous-marine et de nouvelles armes comme le Hedgehog augmentèrent la probabilité d'impact direct. L'introduction des porte-avions d'escorte et des avions de patrouille combla l'écart aérien atlantique, obligeant les sous-marins à rester immergés plus longtemps et limitant leur mobilité. Les Allemands réagirent par des innovations. La torpille acoustique Zonkönig, suivant le bruit de l'hélice, augmentait les probabilités d'impact, mais fut rapidement contrée par les dispositifs alliés de distraction acoustique remorqués. Le tuba permit de recharger les batteries sous l'eau, réduisant ainsi l'exposition, mais n'élimina pas complètement la détection radar. Au fil du temps, la bataille de l'Atlantique se transforma en une compétition de production industrielle. Tandis que les sous-marins coulaient des navires, les chantiers navals nord-américains livraient des cargos de type Liberty à un rythme supérieur aux pertes, assurant une croissance constante du tonnage allié. Dans ce contexte, l'Allemagne développa le type 21.
considéré comme le premier sous-marin véritablement conçu pour opérer en immersion prolongée. Il intégrait des batteries haute capacité, des moteurs électriques silencieux et une coque hydrodynamique optimisée. Sa vitesse sous-marine dépassait celle de nombreux navires d'escorte, ce qui aurait permis de maintenir le contact et de s'échapper plus efficacement. Le rechargement des torpilles était rapide et permettait de lancer des salves complètes en quelques minutes. Cependant, le programme démarra trop tard. Un peu plus d'une centaine d'unités furent construites et seules quelques-unes effectuèrent des patrouilles sans parvenir à couler les ennemis. Des problèmes de qualité liés à une construction modulaire bâclée réduisirent encore leur fiabilité. Le type 23 transposa ces principes à un format côtier. Plus petit, plus rapide et doté d'un déplacement plus faible, il fut conçu pour la mer du Nord et la Baltique. Sa taille rendait la détection difficile et ses caractéristiques lui permirent d'opérer avec un certain succès durant les derniers mois de la guerre, coulant plusieurs navires marchands dans les eaux britanniques. Ces modèles, bien que prometteurs, arrivèrent alors que la suprématie alliée dans les airs et en surface était déjà acquise. Outre les sous-marins, la marine allemande déployait des vedettes d'attaque rapides. Les S-Boots, que les Alliés appelaient U-Boots, opéraient dans la Manche et la mer du Nord. Avec des vitesses dépassant les 40 nœuds et dotés d'un armement antiaérien et torpilleur, ils effectuaient des incursions nocturnes contre les convois et les ports. Leur efficacité tactique était reconnue, comme en témoigne l'attaque de l'exercice allié de Slapton Sands avant le débarquement de Normandie. Cependant, le nombre limité d'unités et la couverture aérienne croissante réduisirent leur influence stratégique. En revanche, les grands projets de surface reflétaient le manque de cohérence de la planification navale. Le plan Z prévoyait des cuirassés gigantesques, certains de plus de 100 000 tonnes avec des pièces principales de plus de 500 mm, théoriquement capables de défier la Royal Navy. Leur construction ne franchit jamais la table de conception, et la perte du Bismarck en 1941 convainquit Hitler que les cuirassés étaient coûteux et vulnérables. Le naufrage de ce navire et la neutralisation subséquente du Tirpitz conduisirent au remplacement de l'amiral Raeder par Dönitz en 1943. Dönitz maintint sa foi dans la guerre sous-marine. Il insista sur le fait que le déploiement massif de nouveaux modèles pourrait changer le cours de la guerre, entravant les voies logistiques alliées avant une invasion continentale. La construction fut transférée vers des installations souterraines, comme Mittelbau, où des milliers de prisonniers travaillèrent dans des conditions extrêmes, à l'instar des programmes de fusées. Les sous-marins furent assemblés en sections modulaires afin de disperser la production et de réduire la vulnérabilité au bombardement. Malgré cela, le manque de carburant, la perte de commandants expérimentés et la pression atmosphérique alliée limitèrent considérablement l'efficacité des nouveaux systèmes. En mer, comme sur terre et dans les airs, le pari allemand sur les innovations avancées se heurta à la supériorité industrielle et matérielle des Alliés. Les sous-marins continuèrent de représenter une menace constante, mais leur capacité à modifier le cours du conflit diminua progressivement. La transition vers des sous-marins véritablement submersibles ouvrit une nouvelle ère dans la technologie navale, bien qu'elle soit arrivée trop tard pour influencer l'issue immédiate de la guerre. Cet héritage technique souleva des questions sur le développement ultérieur des forces sous-marines et sur la manière dont les autres puissances assimileraient les leçons de la bataille de l'Atlantique. Science à la limite, entre le réel et le fantastique. L'effort scientifique allemand s'est déroulé dans un contexte contradictoire dès le départ. Le pays comptait des physiciens, des ingénieurs et des mathématiciens de haut niveau, mais l'idéologie du régime, les luttes intestines pour les ressources et l'exclusion systématique des scientifiques juifs réduisaient la possibilité de transformer ce potentiel en réalisation stratégique. Les projets les plus ambitieux de ces armes miracles se situaient à mi-chemin entre la science appliquée et la spéculation technique. Le Club de l'uranium, fondé en 1939, réunissait des personnalités telles que Werner Heisenberg, Carl Friedrich von Weizsäcker et Kurt Dibner. Ces scientifiques comprirent les implications de la découverte d'Otto Hahn et de Fritz Strassmann en décembre 1938. Le bombardement de noyaux d'uranium par des neutrons libérait d'énormes quantités d'énergie. La possibilité d'une réaction en chaîne ouvrait la voie à la production d'électricité et à des applications militaires.
Les commandements militaires manifestèrent immédiatement leur intérêt, bien que les progrès fussent lents. Heisenberg considérait un réacteur nucléaire comme viable, mais doutait qu'il soit possible d'obtenir une arme utilisable dans les délais imposés par la guerre. Le groupe travailla avec de l'uranium métallique en suspension dans de l'eau lourde, recherchant les conditions permettant de maintenir une réaction contrôlée. Le laboratoire le plus avancé fut installé à Haigerloch, au sous-sol d'une église, où un réacteur expérimental fut monté avec plusieurs centaines de cubes d'uranium dans un réservoir cylindrique d'eau lourde. Les essais échouèrent à atteindre la criticité et, en avril 1945, les forces alliées capturèrent l'ensemble dans le cadre de l'opération Alsos. Les rapports alliés confirmèrent que l'Allemagne était loin de produire l'arme nucléaire. Le manque de ressources dédiées, la dispersion en petits groupes de recherche et la priorité accordée à d'autres projets limitèrent les progrès. L'expulsion des scientifiques juifs privèrent le programme de talents qui se révélèrent plus tard décisifs dans le projet Manhattan. L'interrogatoire des principaux physiciens allemands à Farm Hall, près de Cambridge, révéla qu'ils ignoraient l'ampleur des réalisations américaines. Les enregistrements montrèrent de la surprise face à l'utilisation effective d'armes nucléaires au Japon et des erreurs de calcul concernant la masse critique nécessaire, signe indéniable qu'ils n'avaient pas atteint la maîtrise pratique de la question. Parallèlement au programme nucléaire, des projets frôlaient la spéculation. Les armes dites à rayon X suscitèrent l'intérêt dans certains secteurs. Diverses équipes explorèrent la possibilité de concentrer l'énergie électromagnétique dans des faisceaux destructeurs. Certaines études utilisèrent des rayonnements à haute fréquence, d'autres tentèrent de créer des rayons de particules. Un officier nommé Schröder-Strantz présenta des propositions pour la construction d'une arme à rayon X qui, selon lui, percerait les blindages ou neutraliserait les moteurs d'avion. Des documents suggèrent que la SS finança des essais partiels, mais aucun ne dépassa le stade de prototype rudimentaire sans application militaire. Des tentatives de conception d'avions non conventionnels ont également eu lieu. Rudolf Schriever a élaboré des plans d'appareils circulaires dotés de turbines sur leur pourtour, capables de décoller verticalement et de voler à grande vitesse. Victor Schauberger, inventeur autrichien, a travaillé sur des concepts de propulsion basés sur ce qu'il a appelé l'implosion, un système d'aspiration centripète inspiré de la dynamique naturelle des fluides. Il a affirmé que ce phénomène pouvait générer une poussée sans combustion conventionnelle, bien qu'aucun de ces modèles n'ait fonctionné en pratique. Les archives disponibles montrent que ces idées sont restées à l'état préliminaire, avec des études et des maquettes à échelle réduite. La légende ultérieure des soucoupes volantes nazies s'est nourrie de ces projets secrets, mais il n'existe aucune preuve d'avions opérationnels en combat. En revanche, le projet Silbervogel d'Eugen Senger et d'Irene Brett représentait une ambition plus solide. Ce bombardier suborbital devait s'élever grâce à des fusées auxiliaires jusqu'aux hautes couches atmosphériques, puis franchir des distances intercontinentales par des rebonds successifs dans des couches plus denses. Les calculs indiquaient qu'il pourrait décoller d'Allemagne, atteindre New York et poursuivre sa route vers le Pacifique. Senger a mené des études détaillées sur le contrôle aérodynamique à des vitesses hypersoniques, la protection thermique contre les frottements et les exigences de propulsion. Ces problèmes anticipaient les questions auxquelles se heurteraient des décennies plus tard les ingénieurs des navettes et les véhicules de rentrée. Le projet n'a jamais franchi les étapes des plans et des calculs. Les matériaux capables de résister à ces conditions extrêmes n'existaient pas dans les années 1940, pas plus que la capacité industrielle pour un programme d'une telle ampleur. Les décisions politiques ont directement influencé la recherche. L'expulsion des scientifiques juifs en 1933 a écarté des personnalités qui se sont révélées essentielles aux États-Unis, comme Albert Einstein, Enrico Fermi ou Léo Szilard. L'intervention de dirigeants comme Himmler ou Goebbels dans la répartition des ressources a favorisé des projets ostentatoires ou propagandistes au détriment de recherches plus discrètes mais viables. Cette politisation a engendré un environnement où la science était subordonnée à la propagande et à l'idéologie. Le secret extrême a aggravé les limitations. Les équipes ont travaillé isolées, sans échange d'informations, ce qui a empêché les avancées collectives. Le cloisonnement a empêché les disciplines connexes de collaborer et d'atteindre des résultats synergétiques. La perception alliée de la science allemande constituait un facteur supplémentaire.
La crainte que l'Allemagne ne produise des armes révolutionnaires motivait des bombardements comme celui de Peenemünde en août 1943 et des opérations systématiques de capture de scientifiques dans le cadre de programmes comme Paperclip aux États-Unis ou leurs équivalents soviétiques. Cette attention était due en partie aux véritables avancées dans le domaine des fusées, mais aussi à la propagande nazie qui gonflait les attentes quant aux capacités de développement. Le programme nucléaire en particulier avait pris du retard car les scientifiques allemands eux-mêmes estimaient qu'il faudrait des années de travail avant d'obtenir des résultats concrets. Lorsqu'Albert Speer s'est penché sur la viabilité d'une arme atomique, les experts ont recommandé de consacrer des ressources à des projets à application immédiate tels que les fusées et l'aviation à réaction. Le contraste entre les réalisations réelles et les perceptions propagandistes explique la persistance des mythes sur les armes secrètes du Reich. À cette frontière entre science et spéculation, le Troisième Reich a réalisé des avancées qui ont influencé les technologies ultérieures, comme les missiles balistiques, mais a également consacré des ressources à des idées restées théoriques. La fission nucléaire était comprise dans ses principes, mais sans les moyens matériels nécessaires pour la transformer en arme. Le Silbervogel témoignait d'une vision avancée, mais restait hors de portée de la métallurgie et de la propulsion de son époque. Ce mélange d'innovations authentiques et de projets fantastiques a marqué la recherche allemande, reflétant les tensions entre ambition scientifique et limites pratiques dans un régime où la politique dictait le cours de la technique. Ainsi, le panorama scientifique du Reich se présentait comme une mosaïque incomplète de réalisations et de promesses, suscitant des interrogations sur la manière dont ces expériences allaient façonner les développements technologiques de l'après-guerre. Armes miraculeuses ou fantaisies impossibles. L'évaluation des prétendues armes miracles allemandes exige de distinguer les avancées techniques de leurs répercussions réelles sur le développement du conflit. Ce programme constituait l'un des efforts de recherche militaire les plus ambitieux de l'histoire, avec des innovations anticipant les technologies ultérieures. Cependant, son impact stratégique fut réduit par rapport aux ressources investies et aux attentes suscitées par la propagande du régime. L'un des principaux obstacles résidait dans la dispersion systématique des ressources. Au lieu de se concentrer sur quelques projets viables, l'industrie multipliait les initiatives parallèlement, alimentée à la fois par les rivalités entre les branches des forces armées et par la concurrence entre les fabricants pour les contrats publics. Il en résultait une fragmentation qui diluait le potentiel des avancées les plus prometteuses. Le chasseur à réaction. Me 262 illustre cette situation. C'était un avion révolutionnaire, supérieur en vitesse à tous les modèles alliés contemporains, mais il entra en service alors que l'Allemagne avait déjà perdu le contrôle de l'espace aérien. Sa production, d'un peu plus d'1 millier d'exemplaires en 2 ans, resta marginale par rapport au volume de chasseurs conventionnels fabriqués par les États-Unis et l'Union soviétique. La rareté des pilotes formés aux nouvelles technologies limita encore davantage son utilisation. Le sous-marin de type 21 représentait une autre avancée conceptuelle décisive, conçue pour opérer en immersion pendant de longues périodes et anticiper la guerre sous-marine d'après-guerre. Cependant, à peine quelques unités effectuèrent des patrouilles avant la fin du conflit sans couler d'ennemis. Bien qu'un peu plus d'une centaine ait été construite, ce chiffre était insignifiant au regard des besoins de la bataille de l'Atlantique. Des problèmes de qualité liés à une construction bâclée réduisirent encore davantage leur fiabilité. L'incapacité allemande à maintenir une production de masse a annulé tout avantage technique ponctuel. Le char soviétique T-34, le Sherman américain ou le Spitfire britannique n'étaient pas parfaits, mais ils étaient suffisamment efficaces et pouvaient être produits en quantités supérieures aux pertes. En revanche, les Tigres et les Panthers, plus puissants individuellement, ont été fabriqués à des milliers d'exemplaires contre des dizaines de milliers de leurs adversaires. Cette différence révélait des philosophies opposées. L'Allemagne privilégiait l'excellence technique de chaque machine, tandis que les Alliés recherchaient des modèles robustes, faciles à fabriquer et à entretenir. Les scénarios hypothétiques de déploiement anticipé des armes allemandes montrent des limites structurelles. Même si le Me 262 avait été disponible en masse en 1942, les problèmes de maintenance, de carburant et de formation des pilotes auraient réduit son impact.
De même, si les sous-marins de type 21 et 23 avaient été opérationnels en 1943, la supériorité industrielle des Alliés en matière de construction navale aurait neutralisé leurs effets. Le facteur décisif résidait dans la capacité matérielle des adversaires. Les États-Unis pouvaient produire plus que tous les autres belligérants réunis, tandis que l'Union soviétique encaissait des pertes colossales sans s'effondrer. L'Allemagne, en revanche, dépendait de ressources limitées et était géographiquement encerclée, rendant impossible la poursuite d'une guerre d'usure prolongée. L'impact des armes secrètes se manifesta davantage sur le plan psychologique. La propagande de Joseph Goebbels les présenta comme des symboles de résistance et de revanche. Les attaques de roquettes Fin 1 et V2 sur Londres ne brisèrent pas le moral britannique ni ne modifièrent la politique, mais montrèrent que l'Allemagne conservait encore ses capacités techniques. Pour la population allemande, la promesse d'armes décisives prolongea l'espoir et renforça la volonté de résister, même lorsque la défaite était évidente depuis la fin de l'année 1943. La comparaison avec les modèles alliés met en lumière les principes fondamentaux de la guerre industrielle. Le T-34 de construction simple pouvait être fabriqué dans des usines dispersées et réparé en campagne. Le Sherman, bien qu'inférieur en duel individuel, compensait par son volume, son artillerie et son appui aérien, ainsi que par sa coordination tactique. Le Spitfire évolua progressivement, assurant une continuité dans l'entraînement et la logistique, ce qui permit de maintenir des forces aériennes efficaces tout au long de la guerre. En revanche, chaque nouvelle conception allemande nécessitait une formation, des manuels et des chaînes de maintenance spécifiques. L'intervention politique a encore faussé la recherche. Hitler favorisait des projets spectaculaires, comme le char Maus ou le canon Dora, qui consommaient des matériaux stratégiques et des heures de travail sans générer de bénéfices opérationnels équivalents. Les dirigeants rivalisaient pour attirer l'attention du Führer avec des idées accrocheuses, tandis que les initiatives plus concrètes étaient reléguées au second plan. Cette politisation a créé des incitations privilégiant l'innovation radicale au détriment de l'amélioration progressive des systèmes existants. L'héritage des armes secrètes s'est étendu au-delà de la défaite allemande. Les Alliés ont capturé des documents, des prototypes et des scientifiques qui ont alimenté leur propre programme. L'opération Paperclip a permis de transférer aux États-Unis des spécialistes comme Werner von Braun, qui ont ensuite joué un rôle essentiel dans le développement de missiles balistiques intercontinentaux et dans le programme spatial qui a abouti à l'alunissage de 1969. L'Union soviétique a réalisé des captures équivalentes, intégrant les technologies allemandes à son arsenal. La conception du type 20 et 1 a directement influencé les sous-marins diesel électriques d'après-guerre. Les ailes volantes des frères Orten ont anticipé les caractéristiques des futurs avions furtifs. Les principes techniques du V2 ont jeté les bases des fusées spatiales. Ces développements montrent que, si les armes miracles n'ont pas modifié les résultats immédiats, elles ont façonné la technologie militaire de la seconde moitié du XXe siècle. Le paradoxe est que l'impact le plus important de ces armes s'est produit après la guerre qu'elles n'ont pas décidée. L'Allemagne a été vaincue avant que ses projets n'atteignent leur maturité opérationnelle, mais les puissances victorieuses ont su tirer parti de ces avancées. Ainsi, la recherche de solutions extraordinaires a laissé un héritage qui a transcendé le Troisième Reich, ouvrant un nouveau scénario de confrontation technologique d'après-guerre et soulevant des questions sur le rôle de la science dans les conflits futurs.